Bienvenue sur la TFM. Merci d'être fidèle à votre émission Question Directe qui reçoit aujourd'hui Ibrahim Théolam. Ibrahim Théolam est consultant formateur, enseignant dans le supérieur en France et en Afrique francophone. Ibrahim Théolam vient de sortir un livre qui s'appelle Entreprendre en Afrique, les clés de la réussite. Ibrahim Théolam, merci d'avoir accepté notre invitation. Pourquoi entreprendre en Afrique? Merci à vous, Alassane, d'abord. Entreprendre en Afrique, j'ai été inspiré par les différentes situations à qui j'ai été confronté par rapport à mes missions professionnelles. Et je me suis dit que ça aurait été intéressant de partager mon expérience en termes d'entrepreneuriat. On parle de plus en plus de problèmes d'emploi en Afrique. Comment peut-on entreprendre en Afrique? Entreprendre en Afrique, à mon avis, c'est juste créer son propre emploi et surtout en tant que jeune. En tant que jeune, je pense qu'il est tout à fait normal aujourd'hui, avec la situation de notre économie, de créer son propre emploi. La méthodologie que je préconise souvent, c'est juste d'observer, une phase d'observation d'abord, ensuite une phase de mise en pratique et valorisation de son projet. Comment faire créer ces emplois en Afrique dans un pays où on dit aujourd'hui en Afrique de plus en plus les économies sont en crise, l'Europe il y a un manque d'emploi. Comment créer un emploi en Afrique? L'emploi, pour le créer, à mon sens, comme je le défends au niveau de mon ouvrage, il va falloir promouvoir cet esprit d'entreprendre au niveau des jeunes. Promouvoir veut dire mettre en place un cadre favorable permettant dans un premier temps de sensibiliser les jeunes à l'entrepreneuriat, essayer aussi d'utiliser des concepts qui sont en adéquation avec, en tout cas, le jargon des jeunes. Essayer aussi de mettre en place un cadre favorable permettant aux jeunes d'appréhender les différents outils de la création d'entreprises. À mon avis, c'est en ce sens qu'on peut éventuellement réussir à la création d'activités au niveau des jeunes. Chaque année, on dit par exemple, à l'université, il y a plus de 200 000 demandeurs d'emploi, c'est ici au Sénégal. Les jeunes sont dans les rues, des fois avec beaucoup de diplômes, mais surdiplômés, mais qui n'arrivent pas à trouver de l'emploi. C'est tout à fait normal, c'est une situation que j'ai constatée au Sénégal, en Afrique aussi, comme je me suis permis de me prononcer sur cette question-là lors d'autres émissions pour lesquelles j'ai été invité. J'ai fait le même constat dans ces mêmes pays. Mais le problème qui existe aujourd'hui, ces jeunes-là sont volontaires. Ces jeunes comprennent ce qu'il faut faire pour s'en sortir. Mais malheureusement, il n'y a pas un accompagnement qui leur permette aujourd'hui d'avoir la possibilité d'atteindre leurs objectifs. Par exemple, à tous ces jeunes-là, on leur propose un emploi salarié ou bien à tous ces jeunes-là, on leur fait rêver par rapport à un lendemain meilleur sur des travaux de bureau, sur des travaux intellectuels, sur des travaux qui n'ont rien à voir avec nos économies actuelles. Je m'explique. Par exemple, un jeune qui n'a jamais été confronté en entreprise avec des problématiques précises, il ne peut pas aujourd'hui prétendre à chercher un travail, il ne peut pas convaincre un chef d'entreprise. Or, si on inversait un tout petit peu la tendance, c'est-à-dire orienter les étudiants dans des activités qui leur permettraient éventuellement de faire des missions concrètes, ça peut résoudre d'énormes difficultés aujourd'hui, des difficultés pour lesquelles les jeunes sont tout à fait confrontés. Oui, dans la conception et les mentalités des jeunes sénégalais surtout, il faut que l'État leur donne de l'emploi. Et ensuite, beaucoup pensent qu'un emploi, il faut être dans un bureau, un grand bureau, travailler avoir un salaire, à la fin du mois, être payé par l'État. Alors, certains jeunes ont cette conception du travail, à savoir le travail salarié, et attendent l'État pour un coup de pouce par rapport à un emploi. Mais moi, je ne suis pas dans cette direction. Je ne crois pas que cette situation peut apporter, en tout cas, un effet positif par rapport à notre économie d'actuelle. Alors, moi, ce que je préconise, c'est que les jeunes redouble d'efforts en ce qui concerne leur capacité d'initiative et l'État met en place un programme d'accompagnement fort. Quand je parle de programme d'accompagnement, c'est-à-dire accompagnement via l'exploitation de l'idée, accompagnement via des formations adaptées à leur situation de création d'activités, accompagnement via un mode de financement adapté à leurs besoins, accompagnement via l'exploitation et le développement de l'activité. C'est en résolvant ces 4 paramètres que nous pouvons avoir des jeunes capables d'entreprendre et de réussir leurs ambitions entrepreneuriales. Mais les jeunes bouillonnent d'idées, ils ont beaucoup d'idées. Mais le problème, c'est de les concrétiser. Comment peut-on aller de l'idée à la création d'entreprises? En créant des structures d'accompagnement fortes, des structures qui permettent aujourd'hui de relever le défi en termes d'accompagnement. On a vu au Sénégal, il y a eu beaucoup de programmes pour la jeunesse, de Senghor jusqu'à Abdou Diouf, jusqu'à Abdoulaye Wade, avec le Fonds national de promotion de la jeunesse, aujourd'hui avec la neige, qui ont été mises pratiquement en une agence pour aider les jeunes, mais on ne voit pas les choses bouger. Alors, par rapport à ce point-là, bon, j'aimerais dans un premier temps saluer le courage du président de la République qui a osé dissoudre les agences et créer une nouvelle agence
agences pour lesquelles toutes les problématiques de l'emploi des jeunes seront traitées. Donc les jeunes auront un interlocuteur unique. Ça, c'est très bien. Par ailleurs, si je me permets d'analyser ce qui s'est passé, tous les programmes qui ont été définis, nous n'avons pas eu la chance d'avoir des retombées meilleures. Nous n'avons pas eu la chance d'avoir des résultats satisfaisants. Même si ces résultats existent, moi, personnellement, je suis incapable, en tout cas, d'apprécier les résultats qui ont été obtenus. Donc, il n'y a pas de résultat, d'une manière générale. Donc, ce que je peux dire à travers, en tout cas, cette explication, il ne faut pas commettre les mêmes erreurs que nous avons commises par le passé, à savoir mettre en place des projets qu'on ne maîtrise pas ou bien mettre en place des programmes pour lesquels il n'y a aucun suivi. Je ne pense pas qu'on soit dans la bonne direction. Donc aujourd'hui, nous avons une seule structure qui milite en faveur de la jeunesse. Il faudrait que cette structure ait toutes les possibilités d'accompagnement des jeunes. La partie insertion, la partie accompagnement via des créations de projets, la partie financement, la partie valorisation, la partie phase business plan, et ainsi de suite. Donc c'est en ce sens qu'on peut aujourd'hui apporter une solution par rapport à la problématique de l'emploi. Oui, mais cette agence, on a mis beaucoup de milliards. Il n'y a jamais eu de bilan par rapport à cette somme qui a été mise. Il n'y a jamais eu de bilan de la création des emplois qui ont été faits. Il y a eu aussi des prêts qui ont été donnés à des jeunes, mais qui sont partis avec l'argent, qui n'ont jamais remboursé. Ces agences sont tombées à des études. Alors, moi, mon premier constat par rapport à cette question, il est simple. C'est-à-dire, on ne peut pas aller en France, aux États-Unis, au Canada, prendre un modèle, le copier et la valoriser au niveau du Sénégal. Moi, je ne suis pas pour cette approche. Donc, tous les programmes qui ont été effectués en ce qui concerne un développement des jeunes ou la capacité d'initiative des jeunes ont été copiés dans d'autres pays. Cela veut dire, nous n'avons pas les mêmes outils d'accompagnement, nous n'avons pas les mêmes outils d'évaluation, nous n'avons pas les mêmes outils de financement. Donc finalement, on se retrouve avec un programme assez énorme et nous n'avons pas les mécanismes de suivi. La deuxième chose, c'est qu'en fait, les jeunes qui ont été financés par rapport à ces programmes n'ont pas bénéficié de soutien structuré leur permettant aujourd'hui d'amorcer une phase de croissance par rapport à la création de ressources. Même si les programmes d'accompagnement existaient, cet accompagnement en termes de suivi n'a pas eu d'impact sur la population jeune. Donc ce qui veut dire finalement, toutes les sommes d'argent qui ont été injectées dans ces fameux projets n'ont pas eu de retour. Par ailleurs, ce qu'il faut constater aussi par rapport à ces différentes initiatives qui ont été prises, nous n'avons pas de programme réalisé qui constitue une approche déterminante. À savoir, si je prends l'exemple des maîtrisards, l'État sénégalais avait initié un programme de maîtrisards avec un financement à l'appui pour permettre à des jeunes étudiants ou à des futurs entrepreneurs de développer des activités. Mais malheureusement, il n'y a pas eu de bilan. Mais malheureusement aussi, il n'y a pas eu d'études qui permettraient à toutes Sénégalaises et à tous Sénégalais de se dire voilà ce qui a été fait. Une prochaine fois, on peut se rapprocher de ce modèle pour pouvoir orienter notre économie sur d'autres dynamiques. Donc, d'une manière générale, il n'y a pas d'exemple précis de méthodologie que nous pouvons aujourd'hui orienter les jeunes qui sont en situation de recherche de l'emploi. Mais tantôt, vous parlez de programmes qui sont copiés et plaqués dans nos pays. Quel est le modèle qu'on doit mettre en place par rapport à nos réalités économiques, culturelles et sociales? Alors, pour répondre à cette question, je préfère vous donner un exemple. Lequel? J'ai dit dans mon livre que j'ai connu beaucoup de personnes qui ont réussi et qui ont un parcours universitaire limité. Par exemple, si vous allez à Yarar, je connais des femmes qui produisent du savon à partir du beurre bœuf. Ces femmes respectent tout le processus de production et leur savon est certifié qualité. C'est l'ITEA qui donne la certification. Ces femmes n'ayant pas fait des études scolaires ou universitaires réussissent à mettre en place un projet précis. Donc je me dis, si on oriente les jeunes vers cette production de savon, les jeunes peuvent avoir aujourd'hui une visibilité sur la chaîne de valeur. Parce que les femmes s'organisent avant de produire, les femmes collectent avant de produire, les femmes mettent en place une stratégie avant de produire. Donc si le jeune, en tant que stagiaire, identifie les différentes étapes de la création du savon, il peut s'inspirer de ces femmes pour créer une activité génératrice de revenus. Par exemple, par rapport à ce savon, on peut créer une petite unité de fabrication de la plastique qui permettrait éventuellement de nous servir de packaging.
pour le savon. On peut aujourd'hui créer une petite entreprise de distribution pour valoriser le savon. On peut aussi créer d'autres unités qui n'ont rien à voir avec la production du savon elle-même. Mais il y a aussi la dimension psychologique. Au Sénégal aujourd'hui, beaucoup d'entreprises s'installent, peut-être. Ils ont besoin de plombiers, de menuisiers qualifiés, ils ont besoin de parfumeurs. Mais le problème fondamental, c'est que les jeunes Sénégalais estiment que ce travail est dévalorisant. Oui, ils l'estiment parce qu'en fait, la communication est déformée par rapport à ces métiers. Par exemple, lorsque vous parlez à un plombier ou lorsque vous parlez à un consultant, vous avez deux langages qui sont totalement différents. Donc c'est à nous de changer la donne, à savoir essayer de mettre en pratique ou bien de mettre en place des stratégies permettant de bien communiquer sur ces métiers pour permettre à des jeunes d'être fiers d'exploiter de tels métiers. Aujourd'hui, par exemple, je suis jeune, j'ai une idée, je veux la matérialiser, je cherche de l'emploi. Qu'est-ce que je dois faire? Quand je vais dans une banque, ce n'est pas sûr que la banque puisse me prêter de l'argent. Elle me demande d'abord si mon activité est déjà en marche pour qu'elle puisse me prêter, alors que moi j'ai une idée que je veux matérialiser. Alors sur ce point-là, je confirme, malheureusement ça se passe comme ça dans nos économies. Dans d'autres pays, c'est beaucoup plus souple. On peut ne pas avoir de réelles garanties ou bien des garanties solides et accéder au crédit, mais malheureusement dans nos États, ce n'est pas du tout possible. Maintenant, moi, ce que je préconise, c'est 4 approches. Le jeune lui-même peut mettre en place ces petites économies pour pouvoir financer le démarrage de son projet. Lorsque le projet tient la route, il fait appel à des institutions financières pour accompagner la phase de développement. Mais comment mettre en place des petites économies alors que ces jeunes-là, des fois, peinent à avoir une bouchée de pain le matin pour manger? Donc, dans ce cas, on peut chercher un autre moyen, à savoir les systèmes de tontine. Mettre en place des systèmes de tontine productifs. C'est-à-dire, je cotise tous les fins de mois une somme d'argent et cette somme d'argent me permet, le jour où je vais récupérer ma mise, de mettre en place une petite activité, commencer étape par étape. Le jour où l'activité se développe, je mets en place une nouvelle stratégie pour attirer d'autres capitaux afin de valoriser mon activité. Est-ce que la mise en place des fonds qu'on a entendu parler dans ce pays, le fonds GIP, le fonds 6, c'est une réponse adéquate par rapport à cette problématique d'emploi? Parce qu'on parle de plus en plus dans nos pays de PME, mais il y a ce qu'on appelle les TPE, les très petites entreprises. Alors, si je prends les dispositifs, en tout cas qui ont été édictés, j'apprécie les 2 fonds qui vont être mis en œuvre pour amorcer la phase création d'activités au niveau de notre pays. Donc, si je prends par exemple le fonds 6, en général, c'est un fonds qui existe dans les pays émergents ou dans les pays à forte valeur ajoutée. Donc, je salue cette initiative. Par ailleurs, il faudrait un cadre favorable permettant que l'utilisation de ces fonds soit optimale. C'est à ce niveau-là que je demande aux autorités de veiller à la mise en place des activités suivant l'utilisation de ce fonds. Si je prends le fonds GIP par exemple, c'est un fonds dont je salue l'initiative, c'est un très bon mécanisme. C'est un instrument qui permet aujourd'hui à des jeunes d'avoir accès à l'auto-emploi via des financements avec des sommes très petites. Je trouve ça très important. Par ailleurs, il faudrait revoir les conditions d'octroi et les conditions d'accompagnement via les porteurs de projets. Mais ça fait 2 ans qu'on parle de ces fonds, de leur mise en place. Ils ne sont pas encore opérationnels? Alors, pour le fonds GIP, oui, il n'est pas encore opérationnel. Les derniers entretiens que j'ai eus avec les responsables, ils m'ont confirmé que le fonds sera opérationnel mi-mars. Par ailleurs, par rapport au fonds 6, je n'ai pas eu d'informations concernant le démarrage, mais je pense que ça ne va pas tarder. Mais si on en parle, alors que les jeunes qui cherchent de l'emploi ne connaissent pas ces fonds, il n'y a pas assez de communication autour de ces fonds-là, c'est un problème aussi. Exactement. En fait, si vous voulez, je me suis permis aussi d'expliquer les différents fonds qui existent et les différents instruments d'accompagnement des jeunes, parce que je me suis rendu compte que, en fait, les jeunes méconnaissent totalement les organismes d'accompagnement. Je suis dans la même logique que vous et je me suis dit que ça aurait été intéressant que l'État communique plus par rapport à ces dispositifs d'accompagnement. Si on parle aujourd'hui d'emploi, la plupart pensent aux grandes villes. Alors il y a les campagnes, il y a énormément de jeunes qui veulent travailler, qui n'ont pas de moyens, qui ne savent pas ce que signifient ces fonds, qui n'ont aucune source financière qui est là pour les aider. Comment ces jeunes-là aussi doivent faire pour valoriser leurs idées et les concrétiser et créer une entreprise? Alors, dans ce cas, j'invite l'État à territorialiser l'emploi. C'est plus simple. Par exemple, dans des villes comme Kaolack, on essaie d'identifier les activités génératrices de revenus via l'exploitation des ressources qui peuvent être produites à Kaolack. Et dans ce cas, l'État accompagne les dispositifs qui ont été mis en place par les populations. Et ensuite, on crée une antenne permettant de répondre à toutes les problématiques institutionnelles.
je pense à ce niveau-là, on peut avoir des résultats concrets. Mais l'autre gros problème, c'est le suivi de ces idées. Si elles arrivent à se concrétiser, les jeunes sont souvent laissés à eux-mêmes, on leur prête de l'argent, il n'y a pas un suivi par rapport à la formation, par rapport même à ce qu'ils sont en train de faire, à tenir une comptabilité, c'est un gros souci. Je suis d'accord avec vous. Par ailleurs, l'État doit jouer son rôle d'institution, d'encadrement, son rôle de suivi par rapport aux jeunes qui ont été financés. Moi, je trouve tout à fait normal que l'État s'implique dans ce domaine. Autre paramètre, on m'avait invité il y a quelques jours dans une émission qui s'appelle Grand Rendez-vous. J'ai fait un appel aussi aux chefs d'entreprise en leur demandant d'accompagner aussi les jeunes. Parce que les jeunes sont perdus en phase création d'activités, en phase développement d'activités. L'État les accompagne, certes, mais cet accompagnement n'est pas suffisant. Si les chefs d'entreprise sénégalais, si les chefs d'entreprise africains accompagnent aussi, je pense qu'on peut arriver à des résultats meilleurs. Mais au-delà de cela, est-ce qu'il ne faut pas revoir même la façon dont l'enseignement est fait au Sénégal? Parce qu'on constate qu'il y a une séparation entre l'université et l'entreprise. Dans des pays comme la Chine, il y a une connexion entre l'université et l'entreprise et que les jeunes déjà qui sont à l'université, quand ils font des stages, ils sont envoyés dans des entreprises pour apprendre leur métier. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Malheureusement, dans nos États, l'enseignement est très théorique. Après la théorie, on essaie de mettre en place une situation pratique permettant aux jeunes d'avoir des capacités. Moi, je crois à une autre méthode beaucoup plus simple. Imaginons, je suis prof de finance. Je dois donner un cours qui s'appelle finance d'entreprise. Je préfère, avant même de commencer mon cours, présenter à l'ensemble des étudiants la fiche métier d'un financier. Qui peut être financier? Quel est le parcours d'un financier? Quels sont les outils de travail d'un financier? Quel est l'environnement de travail d'un financier? Quelles sont les contraintes du métier? Et dans la classe, les étudiants peuvent me donner des exemples de financiers qu'ils ont rencontrés dans leur vie. Et on essaie de cadrer d'abord la fonction. Une fois que la fonction est cadrée, on peut créer des entreprises, on invente des données financières et on applique la finance aux entreprises qui ont été créées. Une fois que ce processus est amorcé, on peut éventuellement appliquer sur ordinateur tout ce qui a été créé dans la classe. Et cela permet à l'étudiant de sortir du cours avec de vraies capacités. Maintenant, cet étudiant qui a fait le cours suivant 3 approches, la fiche métier, une entreprise, l'application de la finance, a besoin de tester les capacités qu'il a développées au niveau du cours. Ça aurait été intéressant, au lieu de faire des stages dans les grandes entreprises, de faire des stages dans des petites unités où il y a un besoin de mettre en place des tableaux financiers, il y a un besoin de calculer un fonds de roulement, il y a un besoin de mettre en place une stratégie financière. Ça permet aux jeunes de faire un travail de conception, un travail intellectuel, ça permet aux jeunes aussi d'utiliser sa capacité d'initiative et sa capacité de réflexion. Donc je me dis, au niveau des stages, il faut qu'on oriente les jeunes vers des activités connexes. Parce que des pays comme en France, il y a ce qu'on appelle la filière formation professionnelle, il y a la filière BTS qui ne peut pas aller jusqu'à l'université, à la Sorbonne, peuvent s'orienter vers ces genres d'écoles qui leur donnent des diplômes qui leur permettent d'être opérationnels. Mais dans nos pays, on constate que l'enseignement professionnel qui devait accompagner justement la création d'entreprises est souffrant. Alors, si je peux faire un constat aussi, la France a d'énormes moyens aujourd'hui pour soutenir sa politique d'enseignement. Malheureusement, le Sénégal n'a pas d'énormes moyens aujourd'hui pour répondre à cette problématique. Ce qu'il faut faire, c'est utiliser les moyens qui nous coûtent moins cher. Nous avons dans notre économie des personnes qui travaillent dans le secteur informel et qui ont des entreprises qui marchent et qui ont des entreprises qui atteignent des performances records. Donc au lieu de chercher des entreprises formelles pour accompagner en tout cas la créativité chez les jeunes, je préfère qu'on identifie des entreprises informelles pour que ces jeunes aient des missions qui leur permettent de valoriser leur savoir-faire. Et petit à petit, on peut inciter ces entreprises-là à formaliser leurs activités et les jeunes vont rentrer dans le processus. Et au final, on peut se retrouver avec un moyen très simple ou bien un modèle très simple. Le jeune s'associe avec ces entreprises-là dans un cadre beaucoup plus formel et beaucoup plus dynamique. Parce qu'au Sénégal, on considère comme étant un pays qui a d'excellentes qualités de ressources humaines. On dit que le Sénégal, pour les services, avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, est un excellent vivier d'emploi, mais on ne voit pas une stratégie claire de créer des emplois dans ce secteur. Oui, c'est dommage. On n'a pas encore apporté de réponses concrètes. Mais c'est ce que je défends aujourd'hui aussi dans mon livre. Misons sur le développement des initiatives. Et il faut rompre aussi avec les habitudes standards. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire l'enseignement se fait
comme ça, il faut qu'on respecte ce processus. La France a défini son programme pédagogique en fonction de ses orientations économiques. Et la France s'est rendue compte à un moment donné, il fallait revoir sa méthodologie pour professionnaliser l'enseignement supérieur. Mais nous, si on copie sur la France par rapport à un modèle qui n'a pas donné des résultats satisfaisants, nous allons en ligne droite avec l'échec. Et je ne comprends pas pourquoi toujours nous insistons sur un modèle qui n'a pas eu un succès favorable. Je préfère aujourd'hui qu'on réfléchisse nous-mêmes à mettre en place un modèle adapté à nos entités économiques. Mais Théo Lam, il y a 30 ans, la Chine était pratiquement au même niveau que le Sénégal, que beaucoup de pays africains. On a vu aujourd'hui le modèle chinois à travers le monde est en train de prospérer. Jason Lee, le conseiller économique du gouvernement chinois, disait que la Chine a misé sur l'innovation et sur la mise en place des zones économiques spécialisées, des parcs industriels. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un modèle que nous pouvons reproduire chez nous ou bien est-ce qu'il faudrait prendre ce modèle-là et essayer de l'adapter à notre propre réalité? Je ne préfère pas qu'on prenne un modèle et qu'on l'adapte à notre réalité. Je préfère, en fonction de nos ressources, qu'on mette en place des pôles industriels permettant d'amorcer la phase démarrage d'activité. Je préfère qu'on se base sur notre économie. Je préfère qu'on exploite nos ressources. Je préfère qu'on mette en valeur nos ressources en fonction de nos possibilités. Tous les pays qui ont eu à développer des initiatives à fort potentiel se sont concentrés sur leurs acquis, sur leurs ressources naturelles. On peut faire pareil aujourd'hui pour développer notre économie. Oui, parce que le Sénégal se pose beaucoup de questions aujourd'hui. Le pays peut-être a quelques exemples qui ne sont pas exploités. Quand vous allez aujourd'hui à Ngaye Mékhé, on fait des chaussures à Ngaye Mékhé. Le Sénégal se pose des questions, pourquoi on continue à importer des chaussures de l'extérieur alors qu'on aurait pu développer des entreprises industrielles dans ces localités-là, former les artisans de Ngaye Mékhé pour que l'armée sénégalaise, la police, la gendarmerie puissent aujourd'hui faire ses bottes à Ngaye Mékhé et les cartables pour les élèves. Là, je suis tout à fait d'accord. Je vous donne un exemple précis. Mon livre a été édité chez l'Harmattan Sénégal, pas l'Harmattan France. Parce qu'en fait, pour moi, le Made in Sénégal est très important. Ça permet de soutenir la croissance économique. Mais pareil aussi, l'État doit mettre en place un dispositif permettant à ces jeunes qui sont dans de telles activités puissent tirer profit. Pareil aussi pour les chefs d'entreprise. Ils sont opportunistes, d'accord. S'ils croient à une affaire qui peut marcher, ils peuvent éventuellement mettre leur bille. Mais moi, je sais que c'est un secteur qui peut marcher avec une valeur ajoutée extraordinaire. Si on se concentrait sur cette activité, on pouvait résoudre beaucoup de problèmes de chômage dans notre pays. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quel levier il faut appuyer aujourd'hui pour qu'il y ait une dynamique de création d'emplois dans nos pays? Est-ce qu'il faut faire ce qu'on appelle les assises de l'économie, les assises de l'emploi, pour qu'on puisse voir sur quelle voie aller? Alors, en 3 étapes. Premièrement, identifier encore de façon pratique quelles sont les ressources sur lesquelles le Sénégal peut s'appuyer aujourd'hui pour développer son économie, mettre en place un cadre favorable et mettre en place une politique d'investissement forte. Mais est-ce qu'on peut développer un pays où pratiquement 95% de nos ressources viennent de l'aide internationale? Mais écoutez, on a au moins 5% de nos ressources qui peuvent être exploitées dans ce pays, donc je peux être optimiste. Dans un pays où il n'y a pas d'épargne, où les Sénégalais ne thésaurisent pas de l'argent, où l'argent est consommé au jour le jour, où les gens sont confrontés à des questions de survie? Si je me permets de revenir sur une méthode que nos mamans utilisaient, que je défends dans mon livre, le Boutique du Rhum, qui consistait à se faire financer une activité et que vous remboursez journalièrement le montant, cette activité peut éventuellement apporter d'autres activités pour une ménagère qui n'a jamais fait d'études. Aujourd'hui, si on essaye de creuser par rapport à ce système, on peut en sortir d'autres leviers permettant aujourd'hui d'amorcer cette partie investissement. Donc il suffit de réfléchir encore un peu plus par rapport aux dispositifs traditionnels. Nous pouvons sortir des modèles qui sont en relation avec nos économies. Mais est-ce que ce genre d'idée peut marcher dans nos pays où les taux d'intérêt des banques sont énormes? C'est vrai qu'on vient de créer la BNDE, peut-être qu'il va mettre ça, le taux à 5%. On a vu ce qu'ils ont annoncé. Mais les autres banques, quand les jeunes vont prendre là-bas des prêts, les intérêts sont énormes, 8, 10, 15%. Les mutuelles qui étaient supposées aussi être mises en place pour accompagner les ménagères ou bien les faibles revenus ont des taux d'intérêt exorbitants.
Ça aussi, c'est un constat qui est vrai et malheureusement, je ne détiens pas aucune réponse actuellement. Je ne peux pas vous dire voilà ce qu'il faut faire. Mais en tout cas, moi, par rapport à mon approche, je privilégie les financements adaptés, les financements simples, tels que le boutique du Rhum, tels que le crédit bail, tels que les systèmes de tontine productifs, tels que aussi le fait de compter sur un parent ou un proche qui peut éventuellement nous aider par rapport au développement de notre projet. Vous avez écrit votre livre, il y a beaucoup d'exemples que vous avez donnés par rapport aux gens qui ont créé de l'emploi. Comment ils ont fait pour s'en sortir? Pour la majeure partie des personnes que j'ai citées dans mon livre, ils ont observé dans leur environnement quelle peut être une source de revenus qui me permet aujourd'hui d'être entrepreneur. Ils se sont basés sur l'environnement et ont créé des activités génératrices de revenus. Et je salue ces initiatives qui ont été prises par ces personnes et je dis bravo. Par ailleurs, j'incite les jeunes à faire comme eux, à savoir observer, avoir une idée, de la mettre en pratique, de la suivre et de la valoriser. Mais le problème, ce n'est pas de mettre en place l'entreprise, c'est sa pérennisation qui pose problème. Il y a eu beaucoup d'échecs aussi, des gens qui ont démarré une entreprise, il n'y a plus de matières premières, il n'y a plus de financement pour soutenir l'économie de l'entreprise et elle coule. L'échec fait partie de la vie d'un entrepreneur. Échouer ne veut pas dire que je vais échouer une deuxième fois. Échouer, on doit tirer des leçons adéquates pour affronter la nouvelle vision de notre stratégie de développement d'entreprise. Même si j'échoue, je peux rebondir pour trouver des solutions par rapport à ma problématique. Par ailleurs, ce que vous dites, c'est vrai, nous avons d'énormes difficultés via le financement. Dans ce cadre, il faut que l'État accompagne. Mais le problème fondamental aujourd'hui, si l'État accompagne, l'État est obligé peut-être de donner de l'argent en fonds perdus. Il faut des garanties, parce que c'est l'argent aussi de toute la population. Mais l'État aussi peut accompagner en tant qu'investisseur, mais en tant qu'homme d'affaires, entre guillemets. C'est-à-dire l'État investit pour 50% et est actionnaire pour 25%. Et l'État met en place des dispositifs forts permettant aux jeunes d'exploiter son activité. Théo, on a vu que le Sénégal est pourvu de terre. On a vu que le pays a beaucoup de potentialités du point de vue de son développement endogène. Mais le problème fondamental, c'est que les jeunes, encore une fois, cherchent à être accompagnés pour développer leur stratégie. Mais le problème fondamental, c'est que les jeunes n'arrivent pas à avoir accès à la terre aujourd'hui au Sénégal. Si on fait l'agriculture, il y a des problèmes fonciers qui se posent, il y a beaucoup de difficultés. Dans ce cadre précis, j'invite les communes à faciliter les dispositifs permettant à ces jeunes d'accéder au foncier. Comment? Par exemple, au niveau de certaines communes, il y a beaucoup d'espaces qui restent inexploités. On pouvait mettre en place une politique de test sur 20 personnes pour voir quelles sont les ressources que nous pouvons exploiter dans ces terres. Et une fois que ce programme test est son succès, on peut prévoir à faire d'autres initiatives permettant d'amorcer une nouvelle phase de la création d'activités. Beaucoup de chercheurs ont réfléchi en disant que pour développer un pays aussi sur le plan de l'éducation, il faut s'orienter de plus en plus vers les sciences. C'est ce qui a créé la réforme à l'université avec le STEM, que Souleymane Bachir Diagne et son équipe avaient réfléchi pour montrer qu'aujourd'hui, c'est l'une des voies de développement et de faire sortir nos pays de la situation dans laquelle ils vivent. Aujourd'hui, vous pensez que c'est ça la voie? Alors moi, je ne dirais pas que c'est totalement la voie. La science fait partie des activités novatrices permettant à un pays d'avoir un fort potentiel. Mais derrière la science, il y a des services qui peuvent accompagner la valorisation de la science. Par exemple, au niveau de l'Agence sénégalaise de l'innovation et de la technologie, la SPIT, moi, j'ai vu une personne qui a créé une machine lave-mains qui coûte 40 000 francs. On économise beaucoup d'eau et la machine est fonctionnelle. Aujourd'hui, cette personne a un problème de mise en valeur de sa machine parce qu'il n'est pas commercial. Aujourd'hui, cette personne est confrontée à un problème de financement parce qu'il ne sait pas établir un business plan. Aujourd'hui, cette personne est confrontée à un problème d'investisseur parce qu'il ne connaît personne pour développer son produit. Aujourd'hui, si nous avions par exemple 4 jeunes qui travaillent autour de son projet, ça ne fait que conforter son initiative, à savoir valoriser la machine qu'il a créée. Donc derrière la science, il y a d'autres services qui doivent venir accompagner ce processus. Là, c'est des gens qui ont fait l'école, qui ont été au banc. Une personne qui n'a jamais été à l'école a une idée, peut-être très bonne idée, pour créer une entreprise. Comment elle fait pour avoir son entreprise? Je précise, au niveau de l'ASPIT aussi, nous avons des personnes qui n'ont jamais fait l'école et qui ont créé des machines qui fonctionnent aujourd'hui. Par exemple,
Cette information m'a été donnée par M. Diallo, le directeur technique de l'ASPIT, qui m'a confirmé que même lui, il est impressionné de voir une telle création pour une personne qui n'a jamais fait d'études, en tant qu'ingénieur déjà. Donc ce qui veut dire les personnes qui n'ont pas fait d'études aussi font partie en tout cas, des personnes à qui j'ai beaucoup de considération, des personnes qui peuvent faire beaucoup de choses dans notre économie. Pour ces gens-là, il faut savoir tenir une comptabilité, il faut savoir dépenses, recettes, comment le faire, mettre en place peut-être même des fois une comptabilité analytique pour pouvoir réaliser ce qu'ils sont en train de faire. Mais il y a un souci. Mais tout dépend du parcours d'entrepreneur. Si l'entrepreneur a déjà validé ce processus dans son modèle, à savoir tenir sa comptabilité, tenir sa gestion par rapport à son environnement de travail, pas de problème. Mais s'il n'a pas ces outils, on peut lui apporter aujourd'hui ces outils lui permettant d'être à l'aise par rapport à l'exploitation de son activité. Vous avez travaillé avec des zones difficiles en France où le problème de l'emploi se pose là-bas aussi. Comment vous avez pu faire d'abord pour que les jeunes qui sont dans des situations difficiles arrivent à s'en sortir, à créer leur propre entreprise, à pouvoir partir dans la vie? Alors moi, ce que j'ai fait, c'est très simple. J'ai misé sur l'identification des besoins. Chaque jeune que je reçois, j'essaie de comprendre sa problématique. Une fois que sa problématique est comprise, je classe le jeune dans une catégorie bien définie. Et ça me permet de lui offrir un service d'accompagnement adapté à ses besoins. Et ça me permet d'avoir des résultats concrets. Par ailleurs, si je n'écoute pas les jeunes, je ne prends pas en considération leur situation, car ils présentent des caractéristiques différentes, je vais commettre l'erreur de les accompagner de la même façon. Or, A peut avoir comme besoin de mettre en place un business plan, et B peut avoir comme besoin un programme de formation pour valoriser son produit. Donc, si je me permets de donner mon appréciation au niveau du Sénégal, je souhaite que l'accompagnement des jeunes soit catégorisé. C'est-à-dire on identifie au cas par cas. Au cas par cas, on identifie les jeunes, on les classe et à chaque catégorie de jeunes, on affecte un programme d'accompagnement et de suivi. Oui, dans nos pays, quand on parle d'emploi, souvent on pense aux hommes. Parce que la culture sénégalaise fait qu'aujourd'hui les hommes sont souvent mis en avant. Mais parmi ces jeunes, il y a des jeunes femmes qui ont des idées qui peuvent être très intéressantes. Et on parle de plus en plus de politique de genre. Et comment faire pour accompagner aussi ces jeunes filles-là aussi? Avant de répondre, je souligne que moi, je suis très dans le concept féminin. Par rapport à toutes mes expériences, les femmes ont toujours validé des expériences qui m'ont permis aujourd'hui d'avoir des résultats meilleurs. Donc aujourd'hui, je ne fais que saluer les initiatives qui ont été prises par les dames dans les différentes missions que j'ai eu à effectuer. Donc je crois à la junte féminine. Par ailleurs, j'invite les États à miser sur cette partie de la population qui est dynamique, qui est brave, qui est rigoureuse. Si j'étais à la place des autorités, j'allais mettre en place une politique disproportionnée permettant à ces femmes d'accompagner les initiatives rationnelles. Pourquoi? Parce que les femmes gèrent mieux que les hommes, c'est ça? Je pense que oui. Pourquoi? En tout cas, d'après les résultats que j'ai eus et par rapport à mon expérience personnelle, les femmes ont eu plus de résultats que les hommes. Pourquoi? Mais je ne sais pas. Peut-être c'est par rapport à leur nature, peut-être par rapport à leur façon de voir la vie entrepreneuriale, peut-être à leur façon de développer des activités. En tout cas, je parle par rapport à mon expérience personnelle. Par ailleurs, d'autres personnes peuvent avoir des expériences où les hommes ont réalisé d'autres ambitions très importantes. Mais par rapport à mon expérience, les femmes ont joué un rôle capital. Mais qu'est-ce qui explique la réussite d'un projet pour un jeune? Une bonne idée. Une bonne idée. D'avoir un accompagnement structuré. De comprendre les déterminants de son marché. De comprendre comment faire pour satisfaire sa clientèle. De comprendre aussi les contours de son projet. Quelles sont les contraintes? Et à chaque contrainte, j'identifie et je propose une proposition de solution. Aujourd'hui, un jeune a une idée qu'il veut développer. Il vient vous voir, Théo. Quels sont les conseils que vous lui donnez pour qu'il puisse réussir son projet? La valorisation de son idée, la compréhension de son marché, l'appui institutionnel et l'orientation au niveau des maisons d'accompagnement. Est-ce que pour tous ces projets, il faut d'abord faire des études de marché ou pas? Non, tout dépend du porteur de projet. Si on arrive à catégoriser les porteurs de projet, à chaque jeune, on peut affecter un programme d'accompagnement précis. Donc tout dépend du porteur de projet. Comment on peut développer ces idées dans nos écoles? Chez les jeunes déjà, au bas âge, pour qu'ils aient la culture de l'entreprise?
Alors, par des séminaires, par des informations, par des sensibilisations. Inviter des entrepreneurs, pas forcément des professionnels, mais des entrepreneurs informels, formels, qui viennent exposer sur les différentes étapes de la création d'entreprise, parler de leur parcours et expliquer de façon pratique comment ils ont réalisé leur création d'activité. Ça permet aux jeunes déjà de comprendre la création d'entreprise dans sa dimension normale, dans sa dimension simpliste. Par ailleurs, pour améliorer le niveau de création aussi au niveau des écoles, moi je respecte bien l'engagement en tout cas des écoles qui ont intégré dans leur programme des parcours de création d'entreprise. Par ailleurs, le constat que je fais, il ne suffit pas uniquement d'intégrer un parcours et de donner un cours de création d'entreprise pour qu'un jeune puisse créer une activité. Je pense que ça aurait été intéressant de revoir la façon dont la création d'entreprise est intégrée dans nos modules de formation. Moi, je préconise des concepts, c'est-à-dire une école X a un parcours de gestionnaire, manager, on va intégrer dans le programme un concept de concours de création d'entreprise. Donc pendant 2 semaines, l'école est fermée et les étudiants travaillent sur les projets de création et de développement d'entreprise. Et les étudiants sont encadrés par le staff de l'école et d'autres consultants venus de l'extérieur, permettant de leur donner tous les outils nécessaires pour accompagner leurs idées. Et en ce sens, on peut avoir des jeunes qui, au sortir de cette initiative, peuvent créer des activités. Pour moi, il ne suffit pas uniquement de donner des cours de création d'entreprise, il faut des concepts. On dit de plus en plus que l'Afrique, c'est l'avenir du monde, la prochaine croissance mondiale. Tous les pays aujourd'hui se concentrent sur cette idée bien précise. On voit la course vers l'Afrique aujourd'hui. Est-ce que les Africains eux-mêmes ont compris que le continent est un continent en jeu et qu'ils ont mis en place une réponse pour pouvoir exploiter valablement leurs propres ressources pour qu'elles ne soient pas ces ressources dilapidées? Beaucoup d'Occidentaux ont compris que l'Afrique est convoitée. Ils viennent régulièrement ici exploiter des ressources, faire des profits très intéressants. Par ailleurs, je lance un appel aux chefs d'entreprise de s'intéresser à l'exploitation de ces mêmes ressources. Parce que les ressources locales africaines ont fait des milliardaires ailleurs. Donc il est important qu'on se concentre sur la valorisation de nos acquis. Mais est-ce que nous, on a compris, Africains, qu'aujourd'hui, que ces entreprises qui viennent chercher la richesse africaine, il y a un leadership là pour donner une réponse? Je pense que beaucoup de chefs d'entreprise l'ont compris. Par ailleurs, ils n'osent pas prendre de risques. Pourquoi? Mais je ne sais pas pourquoi ils n'osent pas prendre un risque. Par exemple, aujourd'hui, je sais que si j'exploite cette partie de l'économie, je vais me faire milliardaire d'ici 1 an. Moi, tout de suite, je vais prendre le risque de le faire. Il n'y a pas de problème. Mais par ailleurs, plusieurs chefs d'entreprise estiment que en fait, l'entreprise, c'est juste acheter ou revendre ou transformer avec des risques limités. Or, le plus grand entrepreneur, c'est lui mais qui prend des risques, bien sûr, bien identifiés, bien calculés, mais qui se dit échouer fait partie aussi de la vie entrepreneuriale. Je mets mes billes et j'attends des solutions concrètes avec un parcours précis. La compétition mondiale est devenue de plus en plus féroce. Aujourd'hui, les gens intègrent ce qu'ils appellent l'intelligence économique dans l'entreprise, dans la gestion des entreprises. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a compris l'intelligence économique dans nos pays? De façon théorique, on l'a très bien compris parce que j'ai eu l'occasion d'échanger avec beaucoup de chefs d'entreprise sur ces concepts. En tout cas, ils voyagent un peu partout pour voir comment on peut l'adapter à nos situations réelles. En Chine, par exemple, si une entreprise veut investir, en tout cas avant, c'était de transfert de technologie pour permettre aux Chinois de comprendre les mécanismes et de pouvoir fabriquer et exporter. Mais dans nos pays, l'impression qu'on a, c'est qu'on vient, on exploite, on fait des produits manufacturés, qu'on réexporte et qu'on les fabrique là-bas, qu'on vient nous revendre. Sur ce point, il faut interpeller l'État. L'État doit mettre en place un dispositif permettant de favoriser l'exploitation de nos ressources locales. Certains disent aussi que l'économie africaine aujourd'hui, si on veut s'en sortir avec la zone dans laquelle nous sommes, la zone franc CFA, que le CFA est convertible. Même si on investit des milliards de francs CFA dans nos pays, c'est de l'argent qui va retourner sous forme de devises à l'extérieur. Que si on n'a pas ce qu'on appelle la souveraineté monétaire, on ne pourra pas s'en sortir. Elle est importante aussi la souveraineté monétaire. Je pense qu'il faut y travailler pour voir dans quelle mesure nous pouvons être autonomes en termes de pouvoir monétaire. Justement, ces mécanismes peuvent aujourd'hui aider à la création d'entreprises dans nos pays. Parce que si vous avez votre monnaie, vous avez le pouvoir de décider par rapport à votre économie. Vous avez des leviers forts vous permettant aujourd'hui d'orienter votre économie. Mais si vous n'avez pas cette capacité, vous avez de faibles impacts par rapport aux décisions via l'économie. Vous parlez aussi de création d'entreprises. On a constaté aussi qu'il y a beaucoup de jeunes africains qui sont à l'extérieur, qui sont partis étudier, mais la plupart d'entre eux ne font pas de voyage retour. Ils ne reviennent pas peut-être pour
réinvestir dans le pays. S'ils reviennent, ils ne restent pas longtemps, ils sont souvent déçus par des expériences qui ne marchent pas. Ils préfèrent s'installer au Canada, aux États-Unis et en France. Alors, pour ces jeunes, je leur dis, il est tout à fait possible dans ce pays-là de venir, de se faire de l'argent et d'avoir des conditions de vie extraordinaires. J'ai vu beaucoup de jeunes qui ont pris le risque de rentrer chez eux. Aujourd'hui, ils vivent dans des conditions extraordinaires. Mais ceux qui ont fait le choix de rester à l'étranger vivent leur vie comme ils le perçoivent, il n'y a pas de problème, je ne critique pas. Par ailleurs, je sais que ceux qui sont rentrés et qui ont commencé à exploiter des activités sont dans de bonnes conditions. Mais quelles sont les garanties peut-être qu'on peut donner à ces jeunes Africains qui aujourd'hui font la fierté de la finance mondiale pour qu'ils puissent revenir en Afrique, investir, travailler dans le continent et participer au développement du continent? On ne doit même pas attendre une garantie parce que l'État ne t'a pas demandé de faire des études. L'État a mis en place une condition favorable pour que tu puisses faire des études. Maintenant, si tu as un savoir-faire, mais viens, tu proposes, tu mets en place, tu gagnes ton argent, toi seul, et l'État doit mettre juste un dispositif. Il ne doit pas y avoir de garantie. Par exemple, moi je suis choqué si j'entends un jeune me dire, voilà, moi je ne vais pas retourner au Sénégal parce que les conditions ne sont pas favorables, parce que quand j'envoie un CV, on ne me répond pas, parce que les entretiens ne sont pas très intéressants, le salaire n'est pas motivant. Mais attendez, j'ai fait mes études en France, je reviens au Sénégal, je n'ai pas besoin d'appeler l'État pour lui demander des garanties par rapport à mon retour. Je dois oser franchir cette étape, je dois oser proposer mes services, mes compétences, mes capacités. Et si j'ose proposer, ça peut marcher. Mais parce que peut-être qu'ils sont confrontés à des obstacles de création d'entreprise. Quand vous voulez créer une entreprise au Sénégal, ça vous prend peut-être 1 ou 2 ou 3 mois. Dans d'autres pays, c'est 48 heures. Mais par ailleurs, je signale qu'au Sénégal, ils ont fait beaucoup d'efforts en ce sens. Ils ont créé un guichet unique. Donc, on peut créer son entreprise en moins d'une semaine. Ça, franchement, je dis félicitations aux Une semaine ou d'autres pays font 48 heures pour avoir 48 heures. Je pense qu'ils sont en train aussi de travailler sur un autre dispositif permettant vraiment de réduire les délais de création d'entreprise et de promouvoir un peu l'entrepreneuriat. Est-ce que réellement l'environnement des affaires au Sénégal est propice à la création d'entreprises? Quand vous avez votre entreprise, certes, pour y aller, il y a tellement de sauts d'obstacles qu'il faut franchir pour mettre en place votre entreprise. Vous avez des problèmes même d'accompagnement, de soutien dans la création de l'entreprise, dans la création de l'emploi. Ça décourage plus d'eux. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'obstacles, mais on ne doit pas se limiter à ces obstacles. Pour chaque obstacle, il faut une identification, il faut proposer des solutions. Le jeune ne doit pas se limiter à ces obstacles, il va falloir les affronter et trouver des solutions. Un jeune qui est confronté à la création d'emplois, qui doit aller quelque part pour un papier, il faut payer de l'argent, la corruption qui est très présente aujourd'hui dans la façon de créer l'entreprise, c'est un problème fondamental. Oui, c'est un problème, mais malheureusement, dans nos États, il existe des salariés qui sont dans cette pratique-là. Par ailleurs aussi, vous pouvez tomber sur des salariés qui sont très bien, qui ont une culture d'entreprise, mais qui vous orientent de façon efficace et que vous réalisez votre projet de création d'activité sans problème. Donc, il ne faut pas tout de suite avoir l'idée qui stipule que voilà, lorsque je vais être en face avec mon interlocuteur, j'aurai des obstacles. Non, je pense qu'il faut les affronter et réussir son ambition avec des solutions parfaites. Ces jeunes-là qui sont aujourd'hui à Guédiawaye, qui sont à Pékin, à Sidjubamambé peut-être, qui sont aujourd'hui à Ziguinchor, qui ont des idées, qui veulent créer des emplois, des TPE, des très petites entreprises pour s'en sortir, pour vivre décemment. Quel conseil vous leur donnez? Alors, je demande aux jeunes et je leur donne comme conseil de ne pas perdre l'espoir. L'espoir est très important dans la vie. Même si après 10 ans, j'ai une idée, elle ne s'est pas concrétisée, je peux chercher autre chose jusqu'à ce que mon idée se réalise. Par ailleurs, je lance aussi un appel. Nous avons des dispositifs nationaux qui existent dans notre économie, comme l'agence qui accompagne l'emploi des jeunes. Alors, j'insiste sur le fait qu'une agence nationale permet de promouvoir d'une manière générale l'emploi des jeunes. Mais ça aurait été intéressant que cette agence soit implantée au niveau des zones telles que Guédiawaye, telles que Kaolack, telles que Fatick. Par ailleurs, il ne faudrait pas implanter une agence avec une coquille vide. Il va falloir accompagner le dispositif local dans un premier temps et s'insérer dans le dispositif d'exploitation des ressources communales. Et donc l'institution se sert uniquement d'appui pour accompagner l'environnement économique. Mais c'est ça le gros problème. Les agences qu'on crée d'emploi sont implantées à Dakar. Ceux qui sont dans les régions n'ont aucune information par rapport à ces agences. Ils ont l'impression que tout se passe à Dakar. Oui, malheureusement, toutes les organisations qui militent en faveur des jeunes sont implantées à Dakar.
Donc, et les communes n'ont que la mairie avec ses faibles recettes pour développer des projets pour les jeunes. Ou encore des programmes bilatéraux permettant d'apporter un soutien financier. Par ailleurs, l'État peut bel et bien s'intégrer dans le programme communal pour apporter son institution, pour apporter son financement, pour apporter aussi son investissement, pour permettre à la commune de bénéficier de programmes structurés en permettant aussi aux jeunes d'avoir un lendemain meilleur. Est-ce que l'acte 3 de la décentralisation dont on parle depuis quelque temps ici dans ce pays peut être une réponse aux emplois locaux? Une partie des réponses, mais pas totalement. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, ce problème de décentralisation, moi j'ai identifié une contrainte, même si je salue l'initiative. Laquelle? La contrainte est très simple. Les communes risquent de perdre des programmes bilatéraux qu'elles ont signés avec leurs partenaires extérieurs. J'ai peur par rapport à cette contrainte. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, aujourd'hui, si je signe une convention avec une commune, je reconnais cette convention par rapport à la date d'exécution et à la date finale. Si la commune n'existe plus, donc cela veut dire que le projet est annulé. Mais comment faut-il faire justement pour que du point de vue local, les ressources locales, que les gens puissent créer de l'emploi localement pour ces communes? Pour ces communes, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, je vais apporter la même réponse. Il faut que les programmes nationaux s'intègrent dans des programmes de développement à la base. Aujourd'hui, par exemple, si vous avez dans la commune de Thiès un programme de développement des capacités des jeunes, au lieu d'initier un programme parallèle en faveur des jeunes thiessois, il faut juste faire une séance de travail avec le maire de Thiès et vous développer ensemble en fonction de sa ligne de conduite. Mais est-ce que vous pensez que ça encourage les jeunes dans un pays où la politique est devenue pratiquement un métier, où ce sont ceux qui font de la politique qui sont les plus riches? Je n'ai pas une réponse tout de suite, mais je pense qu'en fait, en tant que jeune, on ne doit pas... Du point de vue psychologique, c'est les jeunes. Ah non, c'est pas bon. C'est pas du tout bon. On ne doit pas avoir un métier qui n'est pas opérationnel déjà. Le métier, cela veut dire ce que vous exercez et qui vous permet de vivre. Maintenant, faire de la politique ne doit pas être un métier. Ça doit être juste un plus par rapport à ce que vous voulez faire. Théo Lam, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de la TFM pour parler d'une question cruciale, la création d'emplois pour les jeunes Sénégalais et Africains qui sont là, qui veulent s'en sortir, qui ne sont pas tous les jours pour pouvoir avoir un emploi. Dans votre livre, vous expliquez comment ils peuvent faire pour entreprendre et avoir un emploi, surtout comment ils peuvent faire pour réussir. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci à vous qui êtes chez vous en train de nous regarder. Merci infiniment.